17,99%, c'est le taux de réussite du baccalauréat malien, session de 2015. Les résultats ont été proclamés cet après-midi. Au Mali, ils étaient 119 091 candidats à composer dans différentes séries. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un programme environnemental lancé ce matin à Bamako. Ce programme permettra de faire face au changement climatique dans certaines régions et couvre la période 2014-2019. Et ce soir, pour parler de la crise de passeport dans notre pays, nous avons comme invité le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Meiga. Il est 20h, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Ça y est, les résultats de bac sont connus et à quelques heures de l'affichage des résultats, beaucoup d'émotions. Téléphone à l'oreille, on se renseigne comme on peut. Les résultats affichés, les uns et les autres se bousculent pour chercher leur nom. Voici l'ambiance au lycée Bahaminata Diallo et Kanko Moussa de Bamako après les résultats. Une ambiance recueillie par notre équipe de reportage dirigée par Boubacar Sissoko. La toute première fois. Je suis très très contente. J'ai fait la science expérimentale. Combien de fois? Bon, ma troisième fois, malheureusement. Mais cette année, Inch'Allah, je remercie le bon Dieu. Ça a marché. Je n'ai pas eu le bac cette année. Bon, ça veut dire que quand même j'ai bien travaillé, j'ai bien bossé quand même. Mais tout dépend de la chance. L'homme propose, Dieu dispose. Bon, à peu près la troisième fois. Ah, dans l'ensemble, on voit que ça n'a pas beaucoup marché. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de passants. Au total, ce sont 119 091 candidats qui ont composé et 17 361 ont été admis sur l'ensemble du territoire national. Le taux de réussite est de 17,99% contre 16,27% pour l'année dernière, soit une légère hausse de 1,72%. Écoutons M. Mohamed Maïga au micro de Fousseini Tunkara. Cette année, on a un taux de 17,99%. Bac général plus bac technique, 17,99. Avec 17,82 pour le bac général et 24,42 pour le bac technique. Bon, ce taux est légèrement supérieur au taux de l'année dernière. Bon, ça peut s'expliquer parce que depuis quelques années, on a entrepris une réforme au niveau de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement technique. Nous sommes dans une approche par compétence depuis plusieurs années. L'année dernière, c'était la première promotion. C'est normal que les gens n'ont pas encore maîtrisé cette nouvelle approche, que le taux ne soit inférieur à celui de cette année. L'apprentissage va continuer. Cette année, c'est mieux. Peut-être l'année prochaine, ce sera encore mieux. Et j'espère que c'est au bout de 5 ans que cette nouvelle approche va vraiment s'asseoir dans les établissements, ce qui pourra nous donner des résultats satisfaisants pour l'avenir. Aujourd'hui, pour avoir un passeport, c'est un véritable calvaire. Alors on parle de crise. Pour donner plus d'informations, nous avons sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Meiga. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Monsieur le ministre, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pas facile aujourd'hui d'avoir un passeport malien. Alors est-ce qu'on doit parler de pénurie ou on doit parler de spéculation? Merci bien. La question relative à l'obtention de passeport au Mali a fait l'objet de beaucoup de débats dans l'opinion et même à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été interpellé plusieurs fois sur la question. Le caractère récurrent des débats, j'allais dire des polémiques, autour de cette question a conduit le chef du gouvernement le 16 juillet passé. Il vous souviendra sur votre plateau, ici j'ai donné une interview à l'issue d'une réunion interministérielle. Le Premier ministre a instruit à un comité interministériel mis en place à cet effet de trouver définitivement une réponse à cette question lancinante de passeport. Et cela sur les orientations très fermes du chef de l'État. À l'issue donc
de ce comité interministériel, compte rendu a été fait au chef du gouvernement ce matin et qui a pris une série de décisions que je suis chargé d'annoncer solennellement à l'opinion publique. Je dois dire d'abord qu'il faut faire un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que cette année, nous avons enregistré une insuffisance importante dans la délivrance des passeports, c'est-à-dire au niveau même de l'administration. Alors qu'en 2014, pendant les 6 premiers mois, nous avons enregistré environ 80 000 arrivées de passeports. Cette année, la quantité de passeports livrés à l'administration pratiquement oscillait entre 40 et 50 000, donc la moitié. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une très forte demande de passeports sur l'ensemble du territoire national, de Kaï à Kidal. Un phénomène nouveau qui a besoin aussi d'être étudié. Pourquoi cette forte demande? Et surtout de la part de la jeunesse. Le troisième constat, c'est que dans notre pays, nous avons à date, c'est-à-dire aujourd'hui, près de 9300 demandes non satisfaites. Ça, c'est le constat. Mais ce n'est pas ça qui intéresse l'opinion. Le constat, c'est bon pour ceux qui analysent. Ce qui intéresse les citoyens, c'est qu'ils aient leur passeport. Et dans cette problématique, vous avez 3 acteurs. Le premier, c'est l'État, qui a l'obligation de donner les passeports aux citoyens. Le deuxième acteur, c'est l'administration, les agents de l'État. Et enfin, le troisième acteur, certainement le premier intéressé, ce sont les citoyens. Eh bien, chacun des acteurs donc doit prendre ses responsabilités et l'État a pris les siens à partir d'aujourd'hui à travers les conclusions que le chef du gouvernement a tirées et qui doivent s'appliquer impérativement à partir de jeudi. Ces mesures sont les suivantes. Je dois vous les annoncer de façon très précise. D'abord, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile mettra en place dès aujourd'hui, sinon demain, mais vous le constaterez dès jeudi matin, plusieurs brigades, autrement dit, plusieurs équipes qui vont se relayer nuit et jour pour que en 10 jours, l'ensemble des 9300 et quelques passeports et demandes soient satisfaites. Nuit et jour. À raison de 700 à 1000 passeports qui seront délivrés par jour. Et je précise que cela pourrait être constaté dès jeudi matin. Deuxièmement, il sera désormais exigé la présence physique des demandeurs de passeports. Et pour ce faire, les rendez-vous seront désormais entre 6h30 et 8h. À partir de 8h, il n'y aura plus de queue devant les services de l'immigration. Et cela tous les jours ouvrables. Nous avons décidé, je vais dire le gouvernement, le chef du gouvernement a tiré une des conclusions, c'est que désormais, la période qui s'écoule entre le dépôt de la demande et la livraison du passeport sera de 2 semaines. Je précise que dans certains pays, c'est entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais chez nous c'était 10 jours. Maintenant c'est à 2 semaines. Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de queue. Autrement dit, à partir de 8 heures, les guichets sont fermés. Il n'y aura plus d'attroupement au niveau des services de l'immigration. Il sera mis en place un guichet spécial pour les cas d'urgence. Les malades qui doivent être évacués, mais il faut cela avoir les papiers. Il ne s'agit pas d'aller dire qu'on est malade. Il faut avoir les papiers qui prouvent effectivement que le malade est en situation d'évacuation.
les étudiants boursiers, les agents de l'État en mission et les sportifs. Il y aura donc des guichets spéciaux pour leur cas. L'accès des environs des services de l'immigration sera interdit désormais catégoriquement à toute personne qui n'est pas demandeur lui-même de passeport. Autrement dit, les différents intermédiaires qui grouillent dans ces milieux, je crois, doivent être mis en garde. Il a été décidé aussi d'ouvrir plusieurs endroits de dépôt. Autrement dit, il y aura plusieurs guichets. Et que là où on dépose et là où on retire seront désormais différents. Et les fiches à remplir pour obtenir le passeport seront disponibles à 100% pour les citoyens. Nous avons aussi décidé au niveau du gouvernement qu'une fois que les demandes sont enregistrées, un communiqué sera fait, les fiches, les listes de ceux dont les passeports sont satisfaits seront affichées 15 jours, au plus tard dans 15 jours. Et des communiqués seront faits pour dire, par exemple, ceux qui doivent retirer leur passeport à telle date, leurs noms seront communiqués, ça sera affiché au niveau des services de l'immigration et il y aura un communiqué pour qu'ils puissent se le dire entre eux. Il ne sera plus autorisé aux mêmes citoyens de prendre 2 passeports à moins de 5 ans. Nous savons que la validité du passeport, c'est 5 ans. Il y a des gens qui prennent plusieurs passeports. C'est terminé maintenant. En tout cas, c'est la décision qui a été prise. Et vous savez que pour avoir les passeports, il y a des documents administratifs de base qui sont fournis. Donc, il y aura un système de vérification qui va être fait. Et lorsque des documents s'avéreront faux, les agents de l'administration et de l'État qui auront été responsables de cette situation, les maires, les commissariats, les gendarmeries et autres, la décision a été prise de les sanctionner sévèrement pour que l'exemple soit donné. Nous avons aussi décidé au niveau du gouvernement qu'au ministère de la Sécurité et de la Protection civile sera mis en place un système de contrôle interne qui permettra de détecter tous les cas de fraude. Et tout agent pris dans cette situation sera purement et simplement licencié. Et les personnes qui seront tentées de jouer le rôle d'intermédiaire, qui seront pris par les services de police, dans le temps, il s'agissait juste uniquement d'annuler leur demande. Et bien à partir de maintenant, ils seront purement et simplement pris, mis à la disposition de la police judiciaire et des poursuites seront engagées contre eux. Voilà une série de mesures qui ont été prises aujourd'hui par le chef du gouvernement qui rentreront immédiatement en vigueur à partir de demain. Et jeudi, normalement, les citoyens doivent pouvoir constater leur effet. Voilà les décisions importantes qui ont été prises. On ne pouvait plus continuer sur cette question de passeport. Ça devenait tellement récurrent qu'on avait l'impression qu'au lieu de s'occuper des problèmes de développement du pays, on était en train de parler que de passeport. Le président de la République a décidé d'y mettre fin définitivement. Voilà ce que je suis venu vous dire et demander aux citoyens que lorsqu'ils constatent des anomalies, de les signaler à qui de droit pour que les correctifs puissent être faits au fur et à mesure. Parce que chaque fois que des mesures sont prises, vous savez qu'il y a des malins qui vont chercher à contourner les mesures. Les instructions ont été données pour être très fermes avec eux, afin que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes d'une seule situation. Je dois terminer par dire aussi que les rendez-vous qui sont donnés entre 6h30 et 8h, dans le processus d'enregistrement, la priorité est donnée aux vieilles personnes, aux femmes enceintes, aux femmes, aux enfants et après les hommes. Je crois pour des raisons évidentes qu'on n'a pas besoin d'expliquer ici.
Voilà ce que je voudrais dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous avez parlé de 2 heures de temps pour le dépôt des passeports. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas peu avec la grande demande? Non, la question c'est, vous savez, lorsque les rangs deviennent plus longs, en fait, ça ne règle pas le problème des gens. Ce qu'on veut, on ne veut plus avoir des citoyens dans la rue toute la journée. Si les services d'immigration constatent que le nombre de citoyens enregistrés en 2 heures de temps, il peut faire plus. La mission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette question de pénurie de passeports. Et des dispositions sont prises pour qu'il y ait plus de 150 000 passeports disponibles d'ici la fin de l'année. À date, je viens de m'informer auprès du ministre à toute fin utile avant de venir ici, alors qu'il y a quelques jours, il n'y avait que 800 passeports disponibles, et aujourd'hui, il y a 30 000 au moment où je vous parle. Et ce nombre ne diminuera plus jusqu'à donner satisfaction aux citoyens et qu'on ne parle plus de cette question de pénurie. Maintenant, tout ce qui s'organise à différents niveaux pour organiser la pénurie, si c'était le cas, il appartient aux services compétents de l'État de faire le travail, comme je venais de le dire, et que les sanctions tombent. Parce que de toutes les façons, tant qu'on n'aura pas sanctionné ceux qui seraient responsables, je ne dis pas qu'il y en a, mais il peut y en avoir. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on continuera à parler. Des gens s'organiseront toujours pour organiser la pénurie. Tout à fait. Et on parle également de réattribution de marché de confection des passeports à une nouvelle société. C'est des questions en réalité que certains ont voulu mettre en avant pour justifier ou expliquer la crise. En fait, il appartient à l'État de s'organiser. Lorsque une société est chargée pendant plus d'une décennie de faire les passeports, si l'État décide, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais si l'État décide souverainement de faire autrement, ce qui est important pour les citoyens, c'est qu'il n'y ait pas de pénurie de passeports. C'est-à-dire que le fait de changer de fournisseur, que ça ne devienne pas une raison pour que les citoyens n'aient pas de passeport. Et ça, c'est l'État qui est responsable. Pour le reste, les questions de procédure, je crois qu'il y a un appel d'offres international dans les règles de l'art. En tout cas, c'est le contrat qui nous a été fait. Pour le reste, c'est une question de procédure. Et certainement, vous avez pris également des mesures pour la spéculation. Justement, je venais de dire, la spéculation, il y a 2 types de personnes qui l'organisent. Il y a ceux qui font les intermédiaires, et certainement, il doit y avoir des relais dans l'administration, et certainement les agents de l'État aussi qui fabriquent les faux papiers. Et les mesures, les instructions du Premier ministre ont été données pour qu'il y ait d'abord un contrôle interne au niveau des services de l'immigration, et que les cas de fraude qui seront détectés soient des gens qui amènent des faux papiers. Il faut remonter la chaîne pour retrouver l'agent de l'État qui a donné ces faux papiers et que les sanctions tombent. Lorsque c'est des agents des services de l'immigration, ils seront purement et simplement radiés des effectifs de l'État. C'est la décision qui a été prise. Je pense qu'il faut que ces mesures s'appliquent, et dans tous les cas. Vous savez, tout produit qui est rare pousse à la spéculation. La première des décisions que le gouvernement a prises aujourd'hui, c'est de rendre disponibles les passeports. Et le reste, c'est des mesures d'accompagnement. Merci bien, Monsieur le ministre. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. La 3e réunion du comité de suivi de l'accord de paix s'est tenue aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako. La rencontre a permis d'adopter le règlement intérieur. Les travaux se poursuivront demain avec l'examen du calendrier de mise en œuvre de l'accord de paix et le financement du comité. Nous y reviendrons demain avec Bourama Traoré. Je le disais dans les titres, 6,5 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un programme environnemental lancé ce matin à Bamako. Ce programme est appelé appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique au Mali. Il couvre les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou pour la période 2014-2019. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre le ministère allemand en charge de l'environnement, le PNUD et le gouvernement du Mali. Les détails avec Ramata Konaté. Un
regard sur les effets des changements climatiques, la stratégie nationale d'adaptation à ce phénomène et la position du Mali concernant les négociations sur le climat. Ainsi peut-on résumer la cérémonie de lancement du programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique ASNAC. Pour un montant de 6,5 milliards de francs CFA, ce programme environnemental couvre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Il est entièrement financé par le ministère allemand en charge de l'environnement. Le programme ASNAC est doté de 10 millions d'euros et va jouer un rôle très important en contribuant à l'atteinte des résultats de la stratégie nationale de changement climatique du Mali. Il sera exécuté par la GIZ et le PNUD avec des financements pour soutenir l'intégration de l'adaptation dans la planification au niveau sectoriel et territorial. Ce financement permettra au Mali de capitaliser les bonnes pratiques et les technologies disponibles de gestion durable des terres et d'en faire la promotion auprès des organisations paysannes afin de mieux les outiller pour lutter contre la désertification. Il nous permettra aussi d'évaluer et de surveiller les impacts de la production agricole sur les systèmes naturels et les agrosystèmes dans les régions concernées. 6 années de mobilisation en faveur de l'environnement ont déjà démarré avec un accent particulier sur les volets formation, recherche, sensibilisation, entre autres. Ce programme est donc basé sur la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, une stratégie qui comprend 8 axes prioritaires dont voici quelques-uns. L'adoption et l'opérationnalisation du cadre institutionnel national changement climatique, l'organisation et promotion de l'accès au financement en matière de changement climatique, le renforcement des capacités nationales et de la recherche sur les changements climatiques, l'incitation à la prise en compte des changements climatiques au niveau territorial. Ce programme qui couvre la période 2014-2019 concerne les 4 premières régions du Mali. Le choix de ces régions, selon les initiateurs de ce programme, s'explique par la vulnérabilité de ces zones face au changement climatique, l'importance de la production agricole de ces régions et les possibilités de synergie avec d'autres projets ou programmes déjà existants dans ces régions. Parlons également de cette conférence de presse animée ce matin par la MUNISMA pour expliquer sa vocation qui est la protection des civils. Au cours de cette conférence, les débats ont aussi tourné autour de la question du cantonnement, du désarmement, entre autres. Moïse Traoré a participé à cette conférence. Le nouveau mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA, court jusqu'au 30 juin 2016. En face d'une quarantaine de journalistes, la direction de la mission rappelle sa fonction de protection des civils. La MUNISMA n'est pas équipée pour combattre des terroristes. Ils vont y arriver des hélicoptères qui seront à l'aide de la force pour mieux se déplacer avec grande vitesse sur le terrain. Nous, en tant que force, on rejette vraiment l'invitation des terroristes. On ne va pas chasser les terroristes. Dans l'avenir, vous allez voir que la sécurité dans le terrain du Mali est une responsabilité de patrouille mixte des anciens combattants et de soldats FAMA. Quant au processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR, il peut reprendre. Nous avons assisté à des coalitions, à des fractures dans les coalitions. C'est dans les discussions politiques qui vont s'engager dans les prochains jours que chacun des acteurs concernés soit particule de la coordination, soit particule de la plateforme, devait venir avec un chiffre relativement précis. Au Mali, la mission onusienne a perdu une quarantaine d'hommes et dénombré 250 blessés dans 150 cas désespérés.
Et ce communiqué, dans la matinée de ce mardi 21 juillet 2015, un détachement des forces armées maliennes en mission d'escorte sur l'axe d'Ouanza-Gao a été la cible d'une embuscade par des individus à l'aide d'engins explosifs improvisés dans le secteur de Doo, commune de Ntilit. Cette attaque a fait un blessé parmi les FAMA et des dégâts matériels. L'on déplore un véhicule calciné, un véhicule des FAMA et 2 véhicules affrétés par la MINUSMA ont été endommagés. Suite à des poursuites, un véhicule des FAMA enlevé par les assaillants a été récupéré. Le ministre de la Défense et des anciens combattants condamne cette attaque et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre rassure les populations de l'engagement des FAMA et des partenaires à assurer la sécurité et la protection des populations. Prenant l'opinion nationale et internationale en témoin, le ministre de la Défense et des anciens combattants encourage les FAMA et leurs partenaires dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. La 23e mission médicale chinoise est en fin de séjour au Mali. Le chef de cette mission a été décoré chevalier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Les autres récipiendaires ont reçu la distinction étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille à titre étranger. La cérémonie de décoration était présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Batraoré pour le reportage. Le professeur Guo Liang est le chef de la 23e mission médicale chinoise en fin de séjour au Mali. Il est élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Les 30 autres membres de son équipe au Mali depuis 2 ans et reçoivent l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille à titre étranger. Une façon pour les autorités maliennes de reconnaître les mérites de cette mission de renforcement de la coopération médicale entre le Mali et la République populaire de Chine depuis 40 ans. C'est le lieu d'exprimer au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement tout entier notre satisfaction en raison des innombrables et précieux services rendus aux patients par ces médecins chinois qui, depuis 2 ans, ont travaillé sans relâche et de la façon la plus efficace, dans un contexte culturellement différent de celui de leur pays d'origine. Sensible à cette reconnaissance de la part des autorités du Mali, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine a exprimé la disponibilité de son pays à pérenniser cette coopération médicale entre les 2 pays. Le gouvernement chinois, très désireux d'approfondir et raffermir les relations amicales avec le Mali, est resté toujours aux côtés du Mali durant toutes les phases de la crise 2012 qu'a connu ce pays frère jusqu'à aujourd'hui. Ces gestes du gouvernement chinois est un message fort de son amitié profonde au Mali afin de partager ses difficultés. C'est en 1968 que la première mission médicale a été envoyée dans notre pays. Au départ, certaines villes de l'intérieur comme Marcana bénéficiaient de cet appui. Depuis 2011, c'est l'hôpital du Mali qui accueille ces missions pour le bonheur des patients. Elle était belle la fête. La direction du génie militaire organise chaque année une colonie de vacances pour récompenser les élèves les plus méritants. Après l'école, ils continuent leur formation en visitant les régions du Mali. Reportage Mariam Sagara, commenté par Alpha Maïga. Une trentaine d'enfants de famille forment cette colonie de vacances. Ils ont été choisis parmi les élèves excellents de leur classe pendant l'année scolaire 2014-2015. Ces enfants ont pendant 10 jours visité 2 régions du Mali pour mieux connaître le pays. Il s'agit du district de Bamako et la région de Ségou. Je suis vraiment heureuse d'avoir enfin clôturé la colonie et en même temps, je suis aussi heureuse que les enfants aient beaucoup appris avec moi et que les autorités aussi soient satisfaites. Le colonel-major Nana Traoré, qui a organisé cette colonie, entend aider les enfants des militaires à être studieux et entreprenants. Pendant 10 jours, ils ont sillonné Bamako et Ségou à la découverte des merveilles offertes par notre capitale et des vestiges de l'histoire qui donnent à découvrir la 4e région administrative du Mali. Nous venons de franchir un cap avec l'organisation et la réussite de cette colonie. Cela n'est pas une fin en soi. Les défis restent immenses. Nous sollicitons encore, en conséquence, votre accompagnement
afin que tous les ans, les enfants les plus méritants puissent découvrir notre pays. Avec l'aide de quelques ONG de la place, le génie militaire, depuis 4 ans, organise des rencontres ludiques pour compléter l'éducation civique et morale des plus méritants. Les vacances scolaires sont des moments propices pour certains jeunes de s'adonner à des activités plus ou moins lucratives. Comment les jeunes ségoviens vivent ces moments de liberté? C'est à cette question que nos reporters Kandé Sila et Bakary Traoré se sont intéressés. Période de répit pour les élèves. Les vacances scolaires sont des moments privilégiés pour les jeunes à s'adonner à plusieurs activités. À Ségou, une frange des jeunes s'essaye au petit commerce, au bricolage, au cirage des chaussures et autres travaux champêtres. Cet été, je préfère rester près de mes frères et de mon père pour cultiver le champ. Après ça, je peux aller en vacances. Ici, à aider mon père à cultiver le champ en attendant les résultats du baccalauréat malien. En plus du secteur rural, les jeunes ségoviens s'exercent dans les corps de métiers comme la menuiserie bois et métallique. Rester à la maison, ça fait perdre du temps. Et je suis venu ici pour améliorer mes compétences en TP. Cette année, il y a plus de 15 élèves apprenants. Ils comprennent mieux. Il y a d'autres qui veulent même abandonner les études, mais nous leur déconseillons de se limiter aux vacances. Au cas où ils n'ont pas pu finir les études, ils peuvent exercer le métier. Le jeune Djara est de son père qui exerce le métier de cordonnier au grand marché de Ségou. Certains élèves, lors des vacances, ils restent à côté de moi et on travaille ensemble. Pour d'autres, les vacances constituent des moments où l'apprenant doit approfondir les connaissances à travers les travaux de recherche dans les cybercafés, les salles informatiques ou de lecture publique. Oui, nous sommes en vacances, mais j'ai voulu prendre ce cours parce que ça peut m'aider dans la vie courante. Ça m'aide à améliorer mes études, comme par exemple quand le maître nous donne de faire des recherches, je peux me débrouiller vraiment. Je m'exerce sur les mathématiques, les physiques, chimie, mais la plupart de mon temps, je le consacre à l'informatique. Souvent, ils viennent, c'est tous les soirs, mais la plupart des enfants qui viennent les soirs, ça sont souvent les enfants du quartier ou bien de la mission, et ils s'intéressent surtout aux jeux. Au niveau du centre de lecture et d'animation culturelle, dont l'objectif est de promouvoir la lecture, le taux de fréquentation reste en dessous des attentes. Actuellement, le taux de fréquentation est assez faible. D'ailleurs, nous, au niveau du centre, au mois de mai déjà, nous suspendons les abonnements à domicile, les prêts à domicile. Les enfants ne sortent plus avec les livres. Certains parents viennent avec les enfants et les déposent pour les récupérer à midi. Et il y a un militaire surtout qui est très fréquent. Il vient presque tous les samedis avec ses 3 enfants pour lire et retourner. Lui-même, il reste à peu près, il fait pratiquement 5 heures ici. Ils ne sont pas nombreux, et là, ils ne sont pas nombreux. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Certains jeunes s'adonnent souvent à des pratiques peu commodes ou dangereuses. Même si des retrouvailles autour des grains de thé s'avèrent des moments privilégiés pour des échanges intergénérationnels, en ces moments de liberté, on assiste souvent à plusieurs dérives, tapages, virées nocturnes ou tout simplement l'incivisme. Nous avons beaucoup de dérives, surtout à Ségou, par l'incivisme des jeunes au moment des vacances. Nous subissons les 5% de constats qu'on reçoit, c'est avec les jeunes, pour l'incivisme, le non-respect du code de la route. Et à un moment, les parents sont au courant, ils achètent les véhicules pour donner à ces jeunes, pour aller faire comme eux-mêmes, ils disent mal vu, chiffler, comme ils le disent. Ils mettent de l'argent à côté, ils disent qu'il ne faut pas que quelqu'un qui s'arrête à une intersection, quelle que soit l'arrivée du véhicule, il ne faut pas qu'il s'arrête. En tous les cas, une attention particulière doit être accordée à cette jeunesse en quête de repères, en les orientant vers des activités saines, comme la lecture et autres activités de colonies de vacances.
Tout à fait. Nous restons avec les jeunes et rendons-nous à Banamba, dans la région de Koulikoro, pour parler du lancement d'Oxygène 2015. Le Parlement des enfants, les enfants journalistes, ceux des camps, les pionniers et bien d'autres vont échanger cette année sur la problématique du mariage précoce. L'événement va durer 5 jours et c'est organisé par l'UNICEF et ses partenaires. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Aboubakar Traoré et Salima Tandao. C'est parti pour la 9e édition d'Oxygène. L'UNICEF, ses partenaires et les enfants venus de toutes les régions du Mali sont à Koulikoro pour l'édition 2015. 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, accélérons les efforts collectifs pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. C'est le thème qui sera développé durant toute la semaine. Et pour moi, c'est une joie immense. Non seulement les enfants vont découvrir ce que c'est que la région de Koulikoro, et mieux encore par rapport au problème du mariage précoce, je pense que les enfants seront beaucoup édifiés. Et là, en tant que parents de demain, ils vont prendre les mesures qui s'imposent pour bannir cette pratique. Le mariage précoce des enfants, surtout des filles, est une réalité dans notre pays. Cette pratique découle d'une conception traditionnelle, selon laquelle, dès que la fille voit ses premières menstrues à l'âge de 13-14 ans, doit être mariée avant de tomber enceinte étant célibataire. Selon les informations recueillies par le Parlement des enfants, 39% des filles en Afrique subsaharienne sont mariées avant leur 18e anniversaire et 30% avant l'âge de 15 ans. Au regard de ces constats, quel doit être notre rôle dans tout ce processus? Il s'agira pour nous de poser des actes qui nous permettront de définir quel pourrait être notre rôle en tant que futur leader pour l'avenir du Mali. Les organisateurs d'Oxygène demandent l'implication de tous contre le mariage précoce. Il revient à tous et à chacun, autorités politiques et administratives, collectivités locales, partenaires techniques et financiers, leaders communautaires et des associations communicateurs modernes et traditionnels, tous ensemble d'infléchir la curve des mariages précoces dans le respect des engagements pris à l'État malien. Le mariage précoce, vous savez, est multidimensionnel. Cela veut dire qu'il faut l'aborder sous l'angle de la santé. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui dans les hôpitaux du Mali et partout dans le pays. Il y a des cas de ce qu'on appelle les fistules, qui sont certainement les conséquences liées à cela. Il faut l'aborder sous l'angle de l'éducation, sous l'angle de maintien des enfants, et particulièrement de la petite fille à l'école. Je pense que ça, c'est un élément important. Après le lancement, un débat intergénérationnel a eu lieu entre les enfants, les leaders religieux et certaines autorités. Lancement des projets de formation professionnelle et d'insertion des enfants en mobilité et à risque de mobilité dans la région de Mopti. C'est pour renforcer les capacités de 50 jeunes en alphabétisation et les compétences de la vie courante. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. Le projet est une initiative du consortium Terre des Hommes Suisse Contact et Enda Mali. Il vise l'autonomisation de 50 jeunes à travers le renforcement de leurs capacités en alphabétisation et les compétences de vie courante sur une durée de 6 mois. Il a été financé par les fondations RIFC et ASN. L'enjeu principal est d'offrir des opportunités aux enfants et jeunes en mobilité et ceux à risque de mobilité de se former, d'exercer des métiers capables de renforcer leurs capacités économiques et sociales afin de répondre à leurs projets de vie future. Ce lancement s'inscrit dans un programme de protection de ces enfants en mobilité. L'objectif primaire, c'est d'améliorer leurs conditions socio-économiques et puis d'améliorer également leurs connaissances en techniques de protection, en techniques de gestion simplifiée et en techniques marketing. Outre la présentation du projet, les participants vont mettre en place un comité de suivi et d'orientation, proposer des indicateurs de sélection et des outils et mécanismes de suivi des activités. Je reste convaincu de cette rencontre sortiront des orientations stratégiques pertinentes dont l'application permettra de générer des informations qualitatives et quantitatives en matière de protection des enfants en mobilité en général
et leur intégration socio-économique en particulier. La réussite du projet requiert de tous les acteurs étatiques, non étatiques et communautaires un don d'espoir. Parlons autre chose à présent, mise en place du comité transfrontalier Mali-Mauritanie par le programme régional d'éducation et formation des populations pastorales en zone transfrontalière. Ce comité est l'aboutissement d'un long processus de construction d'une offre éducative spécifique et adaptée à un public cible. De Caille, le reportage de Diafar Aïdara. Cette mise en place du comité transfrontalier a pour objectif de gérer les questions d'éducation, formation des populations pastorales du Mali et de la Mauritanie. Ce comité sera le 5e après ceux du Bénin-Burkina, Togo-Bénin, Niger-Tchad et Burkina-Mali. Notre présence parmi vous témoigne de tout l'intérêt que l'État mauritanien accorde à ce programme. La transhumance transfrontalière, qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui, est vécue depuis des siècles entre les éleveurs mauritaniens et les éleveurs maliens qui se déplacent ensemble de la Mauritanie vers le Mali à partir de septembre-octobre et qui retournent ensemble en Mauritanie vers les terres salées. Ce nouveau programme qui se fixe pour objectif global de parvenir à une meilleure intégration sociale, politique et économique des populations pastorales transhumantes des zones frontalières par l'éducation et la formation professionnelle est bâti autour de 4 grandes composantes, à savoir la composante éducation-formation dont les opérations en alphabétisation assurent la maîtrise d'ouvrage, la composante coopération transfrontalière pilotée par l'APSS, la composante plaidoyer et la composante monitoring. Il nous faudra travailler avec engagement, détermination, audace et aussi esprit de suite en veillant sur la pérennité des entreprises. Ce comité qui vient d'être mis en place permettra de réduire les conflits récurrents, souvent meurtriers entre populations pastorales mobiles et communautés d'agriculteurs sédentaires dus en grande partie à l'analphabétisme et l'ignorance. Le ministre des Sports, Ousseini Amion Guindo, était devant la presse cet après-midi au stade Ouenza Koulibaly. Objectif, féliciter les cadettes basketteuses pour leur sacre à Madagascar à l'Afro-Basket de moins de 16 ans. Il a invité la population à réserver un accueil chaleureux à ces braves filles demain à partir de midi de l'aéroport Bamako-Sénou jusqu'au Palais des Sports. Au cours de la conférence, Ousseini Amion Guindo a évoqué aussi la remise de clés des maisons promises aux cadets footballeurs. Pour plus de détails, écoutons le ministre des Sports, Ousseini Amion Guindo. Il est au micro d'Abdul Karim Kaba. Nous avons voulu ce point de presse aujourd'hui en prélude à l'accueil des championnes d'Afrique qui arrivent demain de Madagascar avec la Coupe d'Afrique de basket U16 et aussi avec la Coupe de meilleures joueuses du continent. Nous avons voulu faire cette conférence de presse pour demander à la presse sportive de relayer l'information pour que demain, un accueil populaire soit réservé à nos basketteuses. Nous avons voulu ce point de presse aussi pour dire que, comme promis, le président de la République va, dans les jours à venir, faire la remise des clés aux cadets qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le président de la République avait promis une maison F3 à chaque cadet et à leur encadrement et aussi avec un iPad. Donc aujourd'hui toutes les dispositions sont prises. Donc c'est aussi demander aux journalistes de relayer cette information auprès des cadets, auprès de leurs familles, auprès de l'opinion pour dire que comme promis, alors après un moment, aujourd'hui toutes les dispositions sont prises pour effectivement cette remise. Ensuite, nous avons voulu ce point de presse pour présenter nos vœux, les vœux du département des sports à l'ensemble du mouvement sportif national, aux journalistes sportifs du Mali, pour leur accompagnement, pour leur soutien constant au sport et aussi au nom des journalistes sportifs et au nom de l'ensemble du mouvement sportif national, souhaiter longévité et la pleine forme au président de la République et au Premier ministre et pour les remercier pour leur soutien constant
au sport et pour tout le financement aujourd'hui qui est apporté pour le développement du sport dans notre pays. Voilà, la CODEM, l'association des journalistes sportifs du Mali et également l'ADEMA PSG félicite l'équipe nationale féminine de basketball de moins de 16 ans pour leur brillante victoire en finale de l'Afrobasket 2015 à Madagascar. Sport toujours, en prélude à la deuxième édition du Salon des sports du Mali, les organisateurs étaient devant la presse pour explication. Ce salon aura lieu au Palais des Sports du 23 au 25 juillet prochain. L'événement sera une vitrine pour les fédérations et l'ensemble du monde sportif d'exposer leur savoir-faire afin de contribuer au développement du sport malien. Le point avec Abdul Karim Kaba. Le sport, facteur de paix et de réconciliation nationale, c'est le thème de la seconde édition du Salon des sports du Mali SASMA. Avec ce thème, le comité syndical de la Direction nationale des sports et de l'éducation physique entend jouer son rôle dans la construction du pays tout en développant le sport malien. Cette initiative rassemble tous les acteurs du secteur à travers les panels, les stands d'exposition et les exhibitions. Sera aussi une confirmation pour l'organisation du SASMA 2. L'édition de cette année sera marquée par des innovations à plusieurs niveaux, à commencer par le thème central « Sport, facteur de paix et de réconciliation nationale ». Une thématique qui prouve à suffisance le souci ardent du comité de contribuer au retour définitif de la paix dans notre pays. Pour sa part, le vice-président du comité national olympique et sportif du Mali dira que le SASMA vient combler un vide en matière de sport au Mali. Le SASMA aussi a vocation de faire comprendre à tous les segments du sport et principalement aux structures gestionnaires du sport qu'il y a un schéma qui va de la base au sommet et que nous devons tout faire pour respecter ce schéma, cette nomenclature. La deuxième édition du Salon des sports du Mali SASMA aura lieu du 23 au 25 juillet prochain au Palais des Sports. Cette année, il y aura des innovations telles un mini-championnat de volleyball et de tennis de table. Au cours de ce point de presse, les questions des hommes de médias ont porté sur les conditions de participation, la participation des régionaux et le coût du salon. La 6e édition du tournoi interbancaire de football démarre dans quelques semaines. Elle regroupe les équipes d'une quinzaine de banques et établissements financiers du Mali. Il s'agit de créer la solidarité entre les différentes banques. Le lancement a eu lieu ce matin au cours d'une conférence de presse suivie par Khalifa Nama Traoré. L'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali s'active pour faire de la 6e édition de la Coupe interbancaire une véritable réussite. Après le succès du précédent tournoi et du grand engouement qui l'a entouré, les banques et établissements financiers s'y retrouvent dans un peu plus d'un mois sur le terrain de football. Il s'agit pour l'APBF, à travers cette compétition, de prôner l'union et la solidarité entre ces différentes structures. Et cette 6e édition intervient à un moment où il y a un renforcement, n'est-ce pas, du tissu bancaire malien avec la création d'une nouvelle banque, Coribank, et la création du fonds de garantie du secteur privé. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un tissu bancaire malien qui est suffisamment étoffé. Donc à travers l'organisation de cette 6e édition, nous avons 3 objectifs majeurs à rechercher. Le premier objectif, c'est promouvoir la pratique sportive en milieu professionnel. Et ça me semble extrêmement important. Et le deuxième objectif, c'est favoriser la cohésion sociale, la solidarité, l'entraide, la convivialité entre les agents de toutes les banques et établissements financiers. Mais aussi le troisième objectif, c'est développer, n'est-ce pas, un corps sain dans un esprit sain. Et je pense que le sport est un facteur d'émulation, un facteur de solidarité, de convivialité, et qui doit assurer, au-delà, n'est-ce pas, de la concurrence qui existe entre les banques, qui doit assurer une certaine harmonie, une certaine synergie d'action, de façon à ce que nous puissions promouvoir l'activité professionnelle et bancaire dans notre pays. Et c'est pourquoi cette 6e édition va être marquée à la fois par l'esprit de solidarité, mais aussi par le fair play. Et c'est pourquoi donc il y a une donnée permanente pour laquelle nous allons fortement insister, c'est que la compétition doit concerner exclusivement les agents des banques et établissements financiers.
Donc tout agent, toute personne qui est en dehors du système bancaire ne participera pas à cette compétition. Donc le mercenariat est banni, n'est-ce pas, de cette compétition. Et ça, c'est vraiment, depuis 3 ans, une donnée pour laquelle je veille particulièrement. 15 équipes réparties en 3 poules prendront part à cette 6e édition du tournoi interbancaire de football. Les organisateurs promettent du spectacle et du bon jeu. En prélude au lancement officiel, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali joue ce samedi un match de gala contre la presse sportive. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. Que Dieu nous garde.